Bonjour à tous. Donc, côté actualité en addictovigilance, il y a presque un an, en juillet 2025, il y a eu un rapport du Sénat sur les dangers liés aux opioïdes avec des différentes recommandations, en particulier sur renforcer l'information auprès des patients, mieux sensibiliser les professionnels de santé et approfondir et compléter la politique de réduction des risques. Donc, c'est vrai qu'on entend parler aux États-Unis de la crise des opioïdes, où il y avait vraiment une sous-estimation du risque addictif. Donc, au départ, c'était avec l'oxycodone, hein. Il y avait toute une publicité qui était faite autour de ce médicament avec des prescriptions massives pour soulager les douleurs. Puis, il y a eu des restrictions justement par rapport à l'accès de l'oxycodone. Il y a eu un report ensuite vers l'héroïne. Et maintenant, on est plus au niveau des fentanyloïdes qui sont, donc Salim, vous en avez parlé, des opioïdes très puissants et voire même maintenant associés à des stimulants. En France, donc, on surveille de près cette crise des opioïdes, mais voilà, pour l'instant, on n'y est pas parce qu'on a un encadrement très strict depuis le départ des opioïdes forts. Il y a tout un écosystème sanitaire avec les structures spécialisées dans la prise en charge des addictions, les structures douleurs, un large accès aux traitements de substitution aux opioïdes avec la buprenorphine et la méthadone, et tout un système de vigilance avec la NSM et les réseaux d'addictovigilance. Donc, quelques données d'addictovigilance sur les opioïdes. Tout d'abord, concernant les notifications. Donc, ce sont les observations cliniques que vous, en tant que professionnel, vous pouvez nous faire remonter. Donc, alors on en avait certains vus déjà au premier webinaire. Donc, c'est un homme qui consomme du tramadol depuis 2 ans pour des rages dentaires, qui va avoir des complications somatiques avec des crises convulsives, et également il va développer une tolérance, il va consommer jusqu'à 10 comprimés par jour et des signes de sevrage lorsqu'il n'en prend pas, avec des sueurs et des diarrhées, et en plus il présente une hypoglycémie. Un autre exemple, c'est un jeune homme qui a débuté une consommation de tramadol qu'il a obtenu à la maison, au domicile familial. Donc c'est pour ça qu'on essaye vraiment d'insister une fois qu'on a terminé son traitement, de le ramener à la pharmacie. Il a fait une escalade des consommations dans un contexte familial difficile. Il a obtenu via un nomadisme médical, il a falsifié des ordonnances et il a également fait des convulsions et des conséquences psychiques avec cognitives, des troubles de la mémoire et mise en échec de ses études. Il peut y avoir aussi des surdoses. C'est un homme qui est traité par 20 mg par jour de méthadone. Donc, certains peuvent se dire, 20 mg, ça va, c'est une faible dose de méthadone. Sauf qu'au départ, c'était une délivrance quotidienne, puis tous les 3 jours, puis toutes les semaines. Il a eu un accès d'anxiété, et donc il a pris 7 jours de traitement une seule fois, donc 140 mg, et donc il a fait une surdose. Donc, ça n'est pas parce qu'un patient est à faible dose de méthadone qu'il n'est pas à risque de surdose. Et enfin, donc c'était dans un contexte de douleur, forte migraine, où quelqu'un a consommé 40 comprimés de tramadol dans ce contexte de crise, sachant qu'il a quand même une prescription quotidienne de 6 comprimés par jour de tramadol. Donc on avait vu déjà plusieurs observations cliniques pour dire que dans certains cas, on n'était pas dans le bon usage côté prescripteur avec la prescription de tramadol dans la migraine, mais aussi côté consommateur avec des épisodes de surconsommation qui exposent à des risques. Il y a un dispositif qui existe, c'est le dispositif OSIAP, en collaboration avec les pharmaciens d'officine. Et donc, c'est le repérage des ordonnances falsifiées. Et donc, ça nous intéresse de savoir quels sont les produits qu'on retrouve sur ces ordonnances falsifiées. Et on retrouve donc 2 opioïdes dans le top 5 avec le tramadol et également la codéine antitussive, et la codéine en association dans un contexte antalgique est en 6e position. On peut revoir sur ce graphique par rapport à la prégabaline qui avant représentait pratiquement 30% des ordonnances suspectes, et depuis la mise en place des ordonnances sécurisées pour la prégabaline, on a vu un impact avec une diminution des ordonnances falsifiées. Donc c'est vrai que depuis le 1er mars 2025, le tramadol et la codéine ont des nouvelles règles de prescription justement pour ces médicaments qui sont maintenant sur ordonnance sécurisée.
Il y a un autre indicateur, donc au niveau du service de pharmacologie clinique, il y a toute une équipe en pharmacoépidémiologie qui s'intéresse à partir des bases de données d'assurance maladie, quels sont les médicaments obtenus par doctor shopping, donc c'est-à-dire le fait d'aller voir plusieurs médecins sur la même période de prescription. Et donc on retrouve en première position, la buprenorphine au dosage. En deuxième position, la morphine. Et on retrouve en quatrième position l'oxycodone. Donc, on retrouve 3 opioïdes dans le top 5 des médicaments obtenus par Dr Shopping. Il existe aussi un dispositif, on travaille avec les experts médico-légaux pour savoir, lorsqu'il y a un décès, quelles sont les substances, est-ce qu'il peut y avoir une substance responsable du décès. Donc c'est à partir des analyses post-mortem, il y a vraiment une mesure de la concentration des différents produits retrouvés, et au regard de la concentration, est-ce que cette concentration est potentiellement toxique et elle peut être responsable du décès. Et donc, d'après le dernier dispositif DRAM, donc DRAM, c'est dans un contexte d'abus en 2023, il s'avère que 70% des décès sont liés à un opioïde, avec en première position la méthadone qui représente 40% des décès. Donc, on a toujours une augmentation au niveau quantitatif du nombre de décès liés à la méthadone. Et en deuxième position, on a la cocaïne. Donc la cocaïne n'est pas un opioïde, mais on voit une très nette augmentation des décès liés à la cocaïne. Et on a vu une diminution de la part de l'héroïne, qui est un opioïde qui représente 18% des décès. Mais il peut y avoir aussi des décès liés à d'autres opioïdes, comme la buprenorphine ou les médicaments antalgiques. Il peut y avoir aussi quelques décès liés à des gabapentinoïdes, comme la prégabaline, et un décès avec la gabapentine. Il existe un autre dispositif qui s'appelle le dispositif DTA, décès toxiques parentalgiques, et là ce sont des décès dans un contexte hors abus, c'est soit dans un contexte thérapeutique ou suicidaire, et donc on regarde la répartition des antalgiques, et on retrouve dans le top 4, loin devant, le tramadol, suivi de la morphine, de la codéine et également de l'oxycodone. Comment repérer le mésusage? Donc le mésusage, c'est quoi? C'est une utilisation non conforme à la prescription, c'est-à-dire tant côté indication, quelqu'un qui va le prendre pour, non pas pour la douleur, mais pour une recherche d'autres effets euphorisants ou autres. La dose, quelqu'un qui va prendre 3 fois la dose, la voie d'administration, et également le bénéficiaire, finalement le traitement n'était pas destiné à cette personne-là. Donc il existe 2 échelles. La première échelle, c'est l'échelle ORT, avant toute première prescription d'un opioïde. Ça permet de repérer si au futur le patient peut être à risque ou pas de mésusage. Donc il y a des scores différents entre une femme et un homme en fonction des antécédents familiaux de troubles de l'usage, des antécédents personnels. Si c'est un sujet jeune, entre 16 et 45 ans. S'il y a des antécédents d'abus sexuels dans l'enfance, je ne sais pas pourquoi, il y a un score pour les femmes et pas pour les hommes. Et ensuite, également, les comorbidités psychiatriques. Et on distingue si c'est troubles dépressifs ou troubles bipolaires, schizophrénie. À partir de là, on a un score, risque faible, risque modéré, risque élevé. Ça ne veut pas dire que si le patient est à risque élevé, on ne va pas lui prescrire un opioïde, mais déjà on va bien se poser la question, est-ce qu'on est bien dans la bonne indication? Et dans ces cas-là, si réellement c'est nécessaire, il va y avoir un suivi plus rapproché pour le patient. Et donc on va évaluer si après il est en situation réelle de mésusage. Et ça, il y a l'échelle POMI. Au moment du renouvellement, donc n'importe qui peut faire passer l'échelle POMI. Finalement, il y a 5 questions. Est-ce que la personne en prend en quantité plus importante? Au lieu de, par exemple, un comprimé matin et un comprimé le soir, il va en prendre 3 le matin, 3 le soir. Est-ce qu'il en prend plus souvent? Au lieu matin et soir, il va en prendre aussi le midi, le goûter et juste avant de se coucher. Est-ce qu'il a déjà eu besoin de faire renouveler son ordonnance plus tôt que prévu? Pas forcément, s'il en prend plus, il n'en aura plus. Est-ce qu'un médecin a déjà dit qu'il en prenait trop? Et vraiment, nous, ce qui nous intéresse en addictovigilance, ce sont les effets recherchés. Ça veut dire que la personne ne va pas le prendre pour des effets antalgiques, mais il va peut-être rechercher des effets euphorisants,
planant, de défonce pour oublier ses problèmes. Et là, à partir d'un score de 2 ou plus, le patient en situation réelle de mésusage, donc là ça demande vraiment un suivi rapproché du patient, une prise en charge multidisciplinaire si besoin, et se poser la question, voilà, est-ce qu'on maintient ou pas l'opioïde. Donc dans le cadre du programme POP, donc, qui est financé par l'ARS PACA, nous avons réalisé donc plusieurs plaquettes, donc une plaquette justement sur ces échelles ORT et POMI, ainsi qu'une vidéo. Après, la distinction entre pharmacodépendance et troubles de l'usage. Concrètement, la pharmacodépendance, c'est physiologique, c'est une dépendance pharmacologique avec ce phénomène de tolérance, c'est-à-dire on va avoir une perte d'efficacité et on prend un comprimé, ça ne marche plus, on va être obligé de prendre 2 comprimés pour retrouver l'efficacité, 3, 4 comprimés au fur et à mesure, comme on a vu le cas tout à l'heure avec le patient qui finalement va en prendre jusqu'à 10 comprimés par jour. Et le syndrome de sevrage, c'est s'il arrête trop vite ou tout d'un coup, il va avoir des signes gênants qui vont apparaître. Et ce phénomène-là, c'est physiologique et ça peut apparaître au bout d'une semaine. Le trouble de l'usage, l'addiction, c'est différent. Il peut y avoir ces signes de tolérance et de syndrome de sevrage, mais il y a vraiment cette notion d'usage compulsif pour consommer, un besoin impérieux de consommer avec cette histoire de craving et les répercussions personnelles, familiales, sociales, financières liées à cette consommation. Donc il y a les critères du DSM-5 que vous pouvez retrouver ici, avec 11 critères, et pareil, en fonction du nombre de critères, on a un trouble de l'usage léger, modéré à sévère. Là, c'est un graphique qui est intéressant, justement, qui est issu d'un article de Benjamin Rolland, qui reprend un peu ces notions. Donc, le 1, on est dans une prescription appropriée, on augmente progressivement les doses, on a la consommation et on diminue progressivement les doses. La dépendance, c'est que finalement, on n'arrête pas le traitement. La tolérance en 3, on augmente petit à petit les doses. Le mésusage, il y a des fluctuations des doses où les gens vont prendre 3 fois la dose, 2 fois la dose avec ces fluctuations. Et il peut y avoir aussi des personnes qui vont consommer ponctuellement des opioïdes sans avoir de dépendance. Et donc, ces consommations-là sont à risque de dommages sanitaires tels que des surdoses. Il y a une petite notion aussi de distinguer ce qu'est la tolérance aux opioïdes et aussi l'hyperalgésie induite par les opioïdes. La tolérance, on en a parlé tout à l'heure, c'est une perte de la puissance analgésique. Donc, quand il n'y a plus de réponse, le patient a mal, on va augmenter les doses et donc on va avoir un soulagement de la douleur. En revanche, si on diminue les doses, la douleur va empirer. Et donc là, la stratégie, c'est, avec cette perte de puissance analgésique, d'augmenter les doses petit à petit. L'hyperalgésie induite par les opioïdes, il va y avoir en fait le patient a mal. Et si on augmente les doses opioïdes, les douleurs vont empirer. Ça va être des douleurs plus étendues. Ce phénomène d'hyperalgésie où il va y avoir une augmentation de la sensibilité à la douleur. L'allodynie, c'est un stimulus qui n'est pas douloureux et le patient va avoir mal. Donc là, face à ces patients qui vont se plaindre d'avoir des nouvelles douleurs et des douleurs étendues, si on augmente l'opioïde, la douleur va empirer. Donc au contraire, ils font diminuer les doses d'opioïdes, voire même faire des rotations d'opioïdes ou ajouter des coanalgésiques non opioïdes. Donc face à ces situations de mésusage, trouble de l'usage, c'est toute l'importance de garder le lien avec le patient pour ne pas avoir de rupture de soins. Évaluer la douleur, la fonction, la qualité de vie et l'indication, avoir un suivi rapproché. C'est vrai que ça se fait pas mal, par exemple, pour la buprenorphine, la méthadone, d'avoir des dispensations fractionnées. Il peut même y avoir des supervisions des prises. Ça peut être l'implication aussi d'un infirmier par rapport à la supervision des prises ou les dispensations fractionnées. Et là, vraiment, informer ses patients sur le risque de surdose et prescrire l'analoxone. Et donc, il va y avoir cette prise en charge multidisciplinaire avec, s'il y a des comorbidités psychiatriques, un psychiatre, s'il y a toujours une douleur présente, voir avec l'algologue et voir avec un addictologue justement si on est face à un trouble de l'usage. Donc soit il peut y avoir une adaptation de la posologie, une diminution progressive des doses, donc c'est vrai qu'il faut aller petit à petit parce que s'il y a une baisse trop rapide, il peut y avoir des douleurs qui vont réapparaître, exacerber, et aussi éventuellement un switch vers les médicaments de substitution aux opioïdes, soit la buprenorphine, soit la méthadone. Là c'était un travail qui a été fait au niveau du réseau français d'addictovigilance sur les stratégies de sevrage des antalgiques opioïdes faibles, et finalement c'est vrai que les algologues
addictologues avaient plus tendance à faire des diminutions progressives des doses, des rotations d'opioïdes et dans quelques cas de la perfusion de kétamine, alors que les addictologues, d'environ un tiers ou la moitié des cas, pouvaient proposer justement un traitement de substitution aux opioïdes. Je laisse la suite à Salim. Alors maintenant, on va parler plus précisément de la surdose et de l'antidote naloxone. Donc, on va passer alors sur ces signes de la surdose en opioïdes. Donc, qu'est-ce que c'est cette surdose? Qu'est-ce qui se passe quand on prend une dose trop importante pour son organisme? On a dans les livres ce qu'on appelle la triade, donc qui associe 3 symptômes: dépression respiratoire, trouble de la conscience et myosis, du coup la pupille très rétractée. Alors, il faut savoir que le myosis en lui-même, c'est pas un signe de surdosage, c'est un signe d'imprégnation. Quelqu'un qui prend des opioïdes, il va être en myosis de façon physiologique. S'il présente les autres signes de surdose, ça oriente fortement vers la prise d'un opioïde. Donc, quelqu'un qui a du mal à respirer, donc qui respire plus lentement que la normale. En temps normal, on respire entre 12 et 20 cycles par minute. Donc en dessous de ça, on est sur une bradypnée, donc une baisse de la fréquence. Il peut y avoir aussi une respiration qui est irrégulière, voire même plus faible, avec moins d'amplitude. À côté de ça, il y a le trouble de la conscience, donc quelqu'un qui va s'enfoncer dans un coma très profond. Et du coup, ce myosis, s'il est présent, ça vous oriente fortement vers la prise d'un opioïde. S'il est absent, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas pris d'opioïde, parce que ça peut être masqué par la prise d'autres substances. Par exemple, quelqu'un qui aurait pris de la cocaïne ou du cannabis qui donne une dilatation des pupilles, les pupilles ne vont pas être forcément rétractées. Donc ça, c'est les signes à repérer chez une personne pour ensuite pouvoir agir. On les met à l'inverse des signes de sevrage dont on avait parlé et qui sont un peu l'inverse, quelqu'un qui va être très agité avec cette sudation, transpiration, les frissons et cette fois-ci les pupilles très dilatées. On a des affiches, s'il y a des centres, on vous remontrera à la fin tous ces supports que vous pourrez commander pour les avoir dans vos centres. Quelles sont les personnes qui sont à risque et quelles sont les situations à risque de surdose? Et il y a un certain nombre de situations dont on sait qu'elles augmentent le risque de surdose d'opioïdes. La première chose, c'est les personnes qui sont naïves, donc qui n'ont jamais pris d'opioïdes, donc qui n'ont pas de tolérance, ou alors les personnes qui perdent leur tolérance. Et ça, on va le voir à la sortie d'une incarcération, par exemple, à la sortie d'une cure, quand la personne a changé complètement ses habitudes de consommation. La tolérance, elle arrive vite. Au bout d'une semaine, on est déjà tolérant. Elle disparaît aussi très rapidement. Donc, la personne va être tentée de reprendre des doses équivalentes, mais va se mettre à risque. Les personnes qui sont dépendantes, qui ont des troubles de l'usage, qui font un mésusage des médicaments pour rechercher des effets psychoactifs, augmentation des doses, qui vont les utiliser en sniff, en injection, ça c'est des facteurs de risque. Il y a des interactions, on en a parlé la semaine dernière, avec d'autres dépresseurs, l'alcool, les benzodiazépines, la prégabaline, et puis des terrains particuliers de comorbidité psychiatrique ou alors de terrains somatiques, insuffisants respiratoires, rénaux, hépatiques, les personnes âgées ou obèses, les patients qui ont de la fièvre, qui sont déshydratés, etc. Ça, pareil, c'est compilé dans une plaquette que vous pourrez retrouver aussi à la fin de ce webinaire. Donc finalement, on sait maintenant ce que sont les opioïdes, ce qu'est la surdose, et on a une bonne nouvelle, c'est qu'on a un antidote. C'est la naloxone. Donc on n'a pas d'antidote pour toutes les substances, donc c'est quelque chose qui est un atout et qu'on essaie d'utiliser au mieux pour réduire les risques liés à ces opioïdes. Donc, on parlait la semaine dernière des récepteurs aux opioïdes, donc les opioïdes qui se fixent sur les récepteurs quand on est en surdosage. Donc, dans notre sang, on a des doses élevées. Et la naloxone, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se fixer sur ce récepteur. Elle a plus d'affinité, donc elle va chasser l'opioïde qui était présent, se mettre à la place et annuler l'effet qu'il y avait sur ce récepteur, donc ce qu'on appelle un antagoniste. Donc, il annule l'effet et compétitif parce qu'il vient en compétition se mettre à la place de l'opioïde. Donc ça, c'est comment ça marche et il y a quelques subtilités à connaître par rapport à sa pharmacologie de cet antidote, c'est que la naloxone, elle bloque l'effet des opioïdes, mais du coup, ce qui veut dire qu'elle n'a d'efficacité qu'en cas de prise d'opioïdes. Donc une surdose de benzodiazépine ou de cocaïne, la naloxone n'aura de fait aucun effet. Elle n'a pas d'effet d'agoniste opioïde.
Ça veut dire que l'analoxone, elle produit aucun effet si on n'a pas d'opioïdes dans l'organisme. Ça ne donne pas d'effet psychoactif et ça donne euh, presque pas d'effet indésirable si on le prend, si on n'a pas d'opioïdes euh, dans l'organisme. L'analoxone, c'est un antagoniste, comme on l'a dit, compétitif. Donc il remplace l'opioïde présent sur le récepteur, mais en faisant ça, chez quelqu'un qui est dépendant aux opioïdes, il va induire un syndrome de sevrage et des signes de manque chez la personne. Donc la personne va se réveiller de sa surdose et va ressentir ces signes qu'on a dit, transpiration, agitation, anxiété, etc. C'est quelque chose qui est à savoir parce que c'est quelque chose qu'il va falloir gérer chez la personne à qui on a administré l'analoxone, qui peut se réveiller de façon un petit peu virulente et qui n'a qu'une seule envie, c'est de reconsommer. Et donc il faut à tout prix l'en empêcher. Pourquoi on l'empêche de reconsommer cette personne? C'est parce que l'analoxone, elle a un délai d'action qui est très court. Donc c'est très bien pour un médicament de l'urgence. Ça agit en moins de 3 minutes. Par contre, la durée d'action est plus courte que celle de la plupart des opioïdes. La durée d'action de l'analoxone, c'est au maximum 90 minutes. Donc si quelqu'un a pris par exemple de la méthadone qui reste dans l'organisme plus de 24 heures, il y a une récidive de la surdose qui est possible. Donc, il faut absolument, même si la personne se réveille et a l'air d'aller bien, qu'il y ait une prise en charge médicale qui soit faite après l'administration de l'antidote. Donc, les 3 formes de naloxone qui sont prêtes à l'emploi et qui sont disponibles en France sont celles-ci. Il y avait une forme anciennement Nalsq qui a été retirée du marché. Et puis, vous avez, j'en parle pas, les formes qui sont disponibles à l'hôpital, Narcan, et qui sont sous forme d'injection intraveineuse. Donc ça, ces 3 formes-là, c'est disponible pour toute personne qui consomme des opioïdes, ou l'entourage, ou le grand public, n'importe qui peut avoir ce genre de kit avec soi. Vous voyez qu'il y a des subtilités, il y a un kit par voie injectable, intramusculaire, et 2 kits par voie nasale. À la fin du webinaire, on vous passera une vidéo courte qui vous montre exactement comment fonctionnent ces 3 formes. Il y a des subtilités, mais il faut savoir qu'elles sont plus ou moins équivalentes, ces 3 formes. Il y a des subtilités plus réglementaires par rapport à la prescription. Il y en a qui sont sur prescription facultative, obligatoire, certaines qu'on peut trouver en officine, d'autres non. Donc voilà, ça, c'est un peu récapitulé. Et puis, ça peut évoluer aussi avec le temps. Mais il faut savoir que ces formes-là, n'importe qui peut en avoir. Si vous voulez en dispenser, vous pouvez en dispenser à toute personne qui consomme des opioïdes, à son entourage. Il n'y a aucun risque à l'utiliser. C'est en sécurité du traitement ou de la consommation. Donc voilà ce que je disais, à qui on dispense cette naloxone. Donc la HAS nous dit que c'est au prescripteur, au médecin d'évaluer systématiquement la pertinence d'une prescription chez les personnes qui sont en situation de vulnérabilité. Mais en pratique, on peut dire que c'est utile à tous. Parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. On vous a montré des cas cliniques de personnes qui ont fait des surdosages sur des accès douloureux avec des doses pas élevées. Donc comme c'est une sécurité, comme les personnes qui sont allergiques, qui ont leur traitement d'adrénaline, c'est quelque chose à avoir pour les personnes qui sont traitées ou qui consomment des opioïdes de façon chronique. Et sur la plaquette, on a mis pour les médecins des aides à la prescription avec des exemples d'ordonnances que vous pourrez utiliser aussi pour prescrire ça à vos patients. Enfin, finalement, il y a une question qui revient de temps en temps et qui est légitime, c'est de savoir, est-ce que donner de l'analoxone à quelqu'un qui consomme des opioïdes, ça va le mettre en situation à risque? En sachant qu'il a l'antidote, est-ce qu'il va prendre plus de risques? Donc ça, nous, en tant que centre d'addictovigilance, on n'a jamais eu de cas de la sorte. Et puis, il y a des études qui montrent que ça n'encourage pas du tout les pratiques à risque. Même au contraire, les personnes qui ont de l'analoxone avec eux vont moins aux urgences, font moins de surdosage. Donc, potentiellement, rien que le fait de dispenser l'analoxone augmente les connaissances et la prévention de ces personnes. Ça a été aussi dit chez les personnes à qui était prescrite l'analoxone. Donc, l'analoxone donne un sentiment de sécurité pour ces personnes-là, d'avoir de l'analoxone avec eux. Donc finalement, les 3 étapes, et on reverra cette vidéo, les 3 étapes à faire, c'est appeler d'abord les secours. Dans tous les cas,
de situation d'urgence, on appelle d'abord les secours avant d'administrer parce que, comme je vous ai dit, la personne peut être difficile à gérer une fois au réveil et puis il y a forcément besoin d'une prise en charge médicale, donc c'est toujours mieux d'appeler en premier ou d'être deux et d'une personne peut appeler, administrer et surveiller la personne toujours jusqu'à l'arrivée des secours. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de risque à administrer l'analoxone à tort chez quelqu'un qui n'aurait pas pris d'opioïdes. Donc, dans le doute, on appelle les secours et on administre l'analoxone. Le seul risque, c'est finalement de sauver la personne. Vous n'avez pas de risque à utiliser cet outil, même s'il n'y avait pas d'opioïdes qui avaient été pris. Donc, je laisse la parole à Elisabeth pour la fin des messages. Merci Salim. Donc en fait, pour finaliser tout ça, le principal message, c'est que c'est sécuriser l'usage pour prévenir les risques. Donc au début de la prise en charge, bien évidemment, évaluer la douleur. Rechercher, donc si on est dans la bonne indication pour les opioïdes en fonction du type de douleur, on avait vu que les opioïdes ne sont pas recommandés dans certaines douleurs. Rechercher si le patient peut avoir des facteurs de risque de mésusage avec l'échelle ORT. Le bon usage tant côté prescripteur, donc justement respecter les indications, que côté patient. Donc la juste prescription, ni trop peu, et donc avoir des objectifs partagés avec le patient sur les bénéfices attendus, les risques et les modalités de surveillance, et aussi parler de l'arrêt. Donc c'est dans ce contexte-là, par rapport aux besoins du terrain, dans le cadre du programme POP, qu'il y a eu des demandes d'avoir des documents à transmettre aux patients. Donc on en a un sur les règles d'or pour les antalgiques opioïdes, un sur les effets indésirables et un autre sur les signes de sevrage. À chaque renouvellement, donc se poser la question de la balance bénéfice-risque et donc d'évaluer si le patient est en situation réelle de mésusage avec l'échelle POMI. Et à chaque fois se poser la question, est-ce qu'il y a des facteurs de risque de surdose et la pertinence d'une prescription de naloxone, et donc d'expliquer aux patients justement comment marche la naloxone. Donc on a différents supports, la fameuse vidéo qu'on va vous montrer juste après, et on a aussi les petites cartes de visite. Donc c'est tout l'intérêt quand on est en situation de mésusage, trouble de l'usage, dépendance, d'avoir cette prise en charge multidisciplinaire, un lien avec le patient, le voir plus souvent, encadrer la prescription, la délivrance, l'informer sur ce risque de surdose, la prescription de naloxone, et voir justement réadapter le traitement, déjà se poser la question est-ce qu'il est toujours douloureux ou pas, et justement être en lien avec un addictologue pour mettre en place éventuellement une diminution progressive des doses ou un switch vers un médicament de substitution aux opiacés. Donc n'hésitez pas, on a fait différents supports dans le cadre du programme POP que vous pouvez commander, c'est gratuit. Vous nous demandez le bon de commande, on vous l'envoie, de toute façon on va vous l'envoyer avec le replay des vidéos. Et vous avez aussi sur le site internet une foire aux questions. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter, soit pour une formation sur site auprès de vos équipes ou pour avoir différents supports. Donc aussi, si vous avez une question sur des substances psychoactives, vous souhaitez une expertise pharmacologique, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. Je vous remercie.